Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison 2, épisode 13, les héros du quotidien. Devenir sauveteur en mer avec la SNSM de la Cotinière. Salut et bienvenue dans cet épisode spécial de Sensiblement différent où nous clôturons notre exploration de la thématique sur les héros du quotidien. À quoi se reconnaît un héros ? En premier lieu, il ou elle ne se considère pas comme un héros. À chaque fois que j'ai présenté la raison pour laquelle je contactais les personnes que tu peux entendre ici, soit elles se mettaient à rire, soit elles faisaient une sorte de grimace étonnée pour me signifier que la notion même de héros ne l'effleure absolument pas. Dans tous les cas et de façon unanime, ce n'est pas un moteur, être un héros. Ils s'en foutent, tous, royalement d'ailleurs. La deuxième chose, c'est l'engagement. Tous les témoignages que tu peux entendre ici sont ceux d'humains qui se donnent à 150% dans leur projet qu'ils ont choisi. Quelle que soit la taille du défi, chacune et chacun s'implique de tout son être. La troisième, le dépassement de soi. Vaincre ses peurs, les plus sourdes, les plus insidieuses, les plus profondes et y aller, quand même, quoi qu'il en coûte. Par-delà la douleur, les obstacles, le froid, la nuit, les tempêtes. Alors vient, naturellement, le courage, le cœur, la rage, mettre du cœur à l'ouvrage, un truc comme ça. Le cinquième, enfin, c'est ce que j'appellerais une forme d'humanisme. Une sorte de... mais fraternité, putain. Sans débat de genre, sans revendication. Juste des valeurs, intrinsèques. L'intégrité, dignité, autonomie, équité, solidarité, responsabilité. Pour soi, pour les autres. Aujourd'hui, je t'embarque dans l'univers de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM. Plus précisément au cœur d'une station située sur l'île d'Oléron, un des plus magnifiques territoires de la côte océanique française, au port de la Cotinière. Cette station existe depuis le 19e siècle, 1866 exactement. Elle a une histoire locale forte. Elle est essentiellement constituée de marins. J'ai rencontré un sauveteur, plongeur de bord, une bénévole à terre et un ancien marin, actuellement président de la station locale. Installe-toi, écoute bien. Et si tu te laisses emmener dans l'aventure, attends la fin de l'épisode, je te dirai comment soutenir la SNSM de la Cotinière. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Le sauvetage en mer, c'est d'abord une histoire, et surtout des hommes. Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-François Vité, je suis président de la station SNSM de la Cotinière depuis 12 ans. C'est la fin de J'ai fait 2 mandats, donc ça sera mon dernier. J'ai pris ce poste car mon prédécesseur m'avait coopté et m'avait un peu poussé dans le dos pour que je vienne. C'était à mon départ en retraite, j'étais marin autrefois. Ok. Alors tout ce que je voulais dire, c'est qu'on ne s'engage pas à la SNSM pour être un héros. Qu'est-ce que je te disais au sujet des héros ? On s'engage à la SNSM pour mettre sa pierre à l'édifice, pour une tradition surtout. Moi je suis cotinard, donc j'ai eu mon père qui était sur le canot de sauvetage autrefois, et puis c'est des traditions du village, quoi. D'ailleurs la SNSM a été créée à la Cotinière en 1866, juste après l'année où elle a été créée au point de vue national. Pour en revenir à la chose, la SNSM a été créée après des grands drames en Corse et dans le Nord, où il y a eu des gens qui se sont noyés, des bateaux qui se sont mis au sec, et les gens à terre entendaient les appels au secours, mais ils ne pouvaient pas intervenir. Le 15 février 1855, la frégate La Sémillante fait naufrage.
au large de l'île de la Giraglia, située au nord du Cap Corse. La Sémillante est une frégate de la Marine nationale française qui revient de la mer Noire après la guerre de Crimée. Elle transporte des troupes et des approvisionnements. Lorsqu'elle s'approche des côtes corses, elle est prise dans une violente tempête. Les conditions météorologiques rudes entraînent le naufrage de la frégate, emportant avec elle la majorité des membres d'équipage, ainsi que les soldats et passagers qui étaient à bord. Plus de 700 personnes perdent la vie dans cette tragédie. Tragédie qui marque un tournant majeur en France. Le naufrage de la Sémillante impacte considérablement l'opinion publique. Elle met en lumière les dangers des voyages maritimes, notamment dans des conditions météorologiques extrêmes. Cela a suscité une prise de conscience plus large quant à la nécessité d'améliorer la sécurité maritime, renforcer la sécurité des navires, améliorer les procédures de navigation et de secours en mer, mieux former les équipages. Alors il y a eu des personnes qui se sont levées, un peu comme l'abbé Pierre en 54 et Coluche en 86 pour prendre les choses en main. Et donc la SNSM a été créée. À l'époque, ça s'appelait Société Centrale de Sauvetage des Naufragés. Il y a eu des gens qui ont versé de l'argent, beaucoup, pour démarrer. À l'époque, c'était sous la présidence d'un amiral et ça a démarré comme ça. Au XIXe siècle, il y a une expansion significative du trafic maritime en raison du développement économique, du commerce international, de l'essor industriel. Cette augmentation du nombre de navires en mer entraîne une augmentation des risques de naufrage et met en évidence la nécessité de renforcer les capacités de sauvetage en mer. Jusque-là, des initiatives locales de sauvetage existent parmi les communautés côtières. Les méthodes de sauvetage peuvent varier d'une région à l'autre et il n'existe pas de coordination au niveau national. En 1865, sous l'influence de personnages engagés dans la sécurité maritime, comme Théodore Gudin, peintre officiel de la marine, qui a perdu son frère dans un naufrage, et l'amiral Rigaud de Genouilly, rochefortais de naissance, est créée une organisation nationale des opérations de sauvetage en mer afin de standardiser les procédures et d'améliorer les moyens de secours. Ainsi naît la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, SCSN. Charles Rigaud de Genouilly accepte la présidence d'honneur de la SCSN lors de sa création officielle, le 3 août 1865. La création de comités locaux et d'organisations de sauvetage est souvent motivée par la reconnaissance des dangers maritimes spécifiques à une région donnée. C'est le cas pour le port de pêche de la Cotinière, situé sur la côte ouest de l'île d'Oléron. Sur ce territoire maritime, les conditions côtières peuvent être difficiles, avec des courants, des marées et des conditions météorologiques parfois changeantes. Les côtes de l'île d'Oléron comportent des rochers submergés et des bancs de sable, ce qui peut rendre la navigation délicate, augmenter le risque de naufrage, en particulier pour les navires qui ne sont pas familiers avec la région. Au cours du XIXe siècle, le trafic maritime augmente considérablement. Les techniques de navigation et donc les marins dépendent largement des repères visuels et des connaissances locales pour naviguer en sécurité. Au niveau local, la pêche à la sardine se développe et engendre un accroissement du trafic maritime. À cela s'ajoutent des passages dangereux, de l'estuaire de la Gironde, des pertus charentais, notamment. De quoi justifier la création du poste de secours de la Cotinière dès février 1866. Paul Normand d'Auton, alors maire de la commune de Saint-Pierre, d'Oléron, et conseiller général, est le premier président du comité local de la Cotinière. À la Cotinière, la grande majorité de l'équipage est constituée de marins professionnels. À l'origine, c'était que des marins pêcheurs qui étaient membres du canot de sauvetage. Ça, c'est spécifique à la Cotinière? Actuellement, il y a peu de stations parce que malheureusement, la pêche est en déclin. Il n'y a plus beaucoup de marins pêcheurs. Des marins de commerce, il n'y a plus que le pavillon qui est français sur les bateaux. Il n'y a plus de vrais marins, quoi. Alors là, actuellement, il y a des stations où il n'y a plus de marins professionnels. Il n'y a que des marins amateurs, dirais-je entre guillemets, parce qu'ils sont obligés de se former,
qui viennent d'autres milieux, plaisanciers, d'autres corps de métier. Ouais. Et à la Cotinière, on en a quelques-uns qui arrivent, qui viennent d'autre part. Mais il y a encore un cœur de marin, et ça fait quand même une spécificité qui est, on va dire, unique sur le territoire, du coup. Sur notre territoire, c'est unique. De toute façon, on est la seule station, mais on a un port qui tourne bien, de pêche, jusqu'à présent, et donc on a quand même un vivier de marins qui est assez bon. D'abord en bois, les premiers canots de sauvetage sont propulsés à l'aviron et à la voile, pour être progressivement remplacés au cours du XXe siècle par des canots à moteur de plus en plus performants. Aujourd'hui, la SNSM regroupe 41 canots tout temps, plus de 150 vedettes de sauvetage et de nombreuses embarcations légères de type jet ski et pneumatique pour les interventions sur le littoral. Les canots tout temps, insubmersibles et auto-redressables, sont conçus pour faire face aux conditions extrêmes. Vous avez combien de personnes sur la Cotinière ? En naviguant, on est pas loin de 25 bénévoles, quoi. Et lorsque vous partez en mission, il y a combien de personnes qui sont sur le bateau ? C'est un minimum de 3, mais en général ça tourne autour de 5, 6 personnes. Tout dépend de la mission. Vous avez participé vous-même à des missions ? Non, j'ai pris le poste de président, mais je ne naviguais pas. D'accord. Vous auriez aimé ? Non, j'ai navigué toute ma vie, et bon, c'est pour des raisons personnelles. C'est une autre façon de poursuivre la navigation, on va dire. Voilà. Entendu. J'ai ajouté ma pierre à l'édifice d'une autre manière. Adrien est sauveteur plongeur de bord à la SNSM. Issu de la tradition cotinarde, moniteur de surf, il a une autre approche de l'océan. C'est quoi qui t'a amené la première fois vers l'océan ? Un souvenir de ça, quelque chose de marquant qui t'a dit l'océan, ça va occuper 80% de ma vie. J'ai grandi à la Cotinière, donc mon grand-père m'a amené à la plage, ou ma grand-mère. Je passais énormément de temps avec eux chez eux. Donc on passait beaucoup de temps à la plage. Donc je suis arrivé à l'océan sans réel projet. Et petit à petit, je me suis adapté. Alors au début, quand t'es gamin, tu fais des châteaux de sable et tu joues avec les crabes. Et puis après, j'ai grandi et je me suis mis à jouer avec les vagues. Et c'est devenu une passion, c'est devenu même une obsession. C'est devenu quelque chose de indissociable de ma vie, de jouer avec les vagues. Je crois que la première fois que j'ai commencé à jouer avec les vagues, c'était derrière l'église à la Cotinière. Qu'est-ce qui t'a amené à encore plus te plonger dans l'océan ? Déjà, c'est quelque chose d'assez emblématique dans mon village. Je parle vraiment du côté local, quoi. C'est-à-dire que les navires ont été tous emblématiques, les équipages aussi. Et au-delà du fait de porter un t-shirt orange ou un polo orange, je sais pas ce qui m'attire le plus, l'uniforme, mais c'était vraiment de faire partie d'un équipage avec des figures du coin et tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'apprentissage de la mer, de la navigation, pouvoir voir la mer, un endroit que je pratique au quotidien, mais d'une autre manière. Est-ce que tu dirais que c'était une sorte de rêve pour toi d'accéder à ce monde-là ? Ah ouais, c'était quelque chose à la base d'assez inaccessible, parce que vraiment pour faire partie de cet équipage, il me semblait bien qu'il fallait vraiment être marin ou surtout être marin. Et voilà, je suis surfeur à la base. Donc ça paraissait un peu lointain. Et je fais de la plongée sous-marine depuis quelques temps. Donc ça a été l'une des clés de pouvoir travailler sous l'eau. Et c'est le poste que j'occupe le plus souvent à bord. C'est ma fonction numéro 1, c'est d'être plongeur, quoi. C'est l'homme qui va travailler sous l'eau et qui va rendre compte de ce qui se passe sous l'eau. Quand tu dis rendre compte, tu veux dire que tu captes des images ? Ouais, les images, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est très compliqué, les images sous l'eau. Et surtout, déjà, avec mes yeux, être capable de revenir à la surface et de rendre compte de ce qui se passe sous l'eau. Ok. Qu'est-ce que tu observes sous l'eau ? Et ce sont des inspections de coques. Des fois, il se passe des choses qui ne vont pas. Alors, en surface, ils savent très bien que ça ne va pas, mais ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi ça ne va pas. Est-ce que tu dirais que ton intégration au sein de la SNSM, elle a été facile ? Ouais, vraiment. Vraiment. Hein. Je pense peut-être pour plusieurs raisons. J'ai grandi sur le sport, je connais tout le monde. Mon grand-père a fait partie de la SNSM La Cotinière pendant 25 ans. Il a été trésorier.
Donc il a connu plusieurs présidents, plusieurs équipages. Je pense que le fait qu'on soit accueilli à bras ouverts comme je l'ai été, c'est surtout d'avoir une vraie fonction. Qu'est-ce que tu fais? Et Tu vas sous l'eau et tu fais pas que ça. je suis équipier de pont, alors la plupart du temps, on va dépanner des bateaux qui sont en panne. Donc là, on travaille sur le pont et le boulot de matelot avant tout. Au-delà de faire le boulot de matelot, de plongeur ou de nageur, même la maintenance, l'important c'est d'être présent, c'est de pouvoir être présent. On forme une équipe, donc pour faire du bon travail équipe, il faut se connaître, il faut se voir souvent, au boulot comme après le boulot. C'est une sorte de famille, de communauté, tu dirais ça comment? C'est une communauté. Actuellement, à la station de la Cotinière, le canot, immatriculé SNS 070, le patron Louis Blanchard, opère depuis 1990. À son actif, plus de 1000 sorties, 61 personnes sauvées et 1200 personnes auxquelles on apporte assistance. 560 bateaux secourus. La constitution des équipages est et demeure une des caractéristiques majeures du sauvetage en mer. L'appel aux bonnes volontés. Autrement dit, les bénévoles. C'est bénévole à 100%. Ok. Ça, je suis pas sûre en fait que la plupart des gens sachent comment ça fonctionne à SNSM. Il y a un encadrement, je crois, qui est professionnel, mais en dehors de ça, ce ne sont que des bénévoles. Ouais, il me semble, je sais de source sûre qu'au sein des SNSM France, il y a pas mal de gens qui sont salariés quand même, parce que c'est en amont l'organisation de toutes les stations. En France, je pense que c'est un vrai boulot. Là, depuis quelques années, ils ont mis en place même des formations pour former les nouveaux bénévoles qui sont maintenant pas tous issus des métiers de la mer. Avant, je dirais, peut-être il y a 30 ans de ça, la plupart des équipages de SNSM c'était des marins du coin, clairement. Et là, ça s'est un peu ouvert ces dernières années. Donc oui, il y a pas mal de gens à former sur pas mal de spécificités en plus. L'électronique de bord, il y a des gars qui arrivent qui ne savent pas faire un nœud de chaise. Il y a certains protocoles à mettre en place pour nager, pour sauter dans l'eau, pour plonger. Enfin, c'est hyper cadré maintenant. Ils ont des salariés pour pouvoir former tout ce petit monde. Toi-même, tu as suivi des formations? Oui, j'en ai fait 2-3. Ouais. J'ai appris certains protocoles de plongée. Ouais. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce job. C'est là où je me sens vraiment le plus utile. Donc ouais, j'ai appris plein de choses. C'était une belle formation. C'était une belle formation, quoi. Comment travailler sous l'eau, toute sécurité, faire un plan, dire ce qu'on va faire. Et une fois qu'on est sous l'eau, faire ce qu'on a dit. Et puis si ça va pas, on arrête. Enfin, il y a tout un tas de protocoles. C'est un job à risque quand même, mine de rien. Faut être concentré et savoir ce qu'on fait. Ce genre de formation, ça ouvre un peu les yeux sur les risques et comment travailler en toute sécurité, surtout. Ça occupe combien de temps? Ça occupe mentalement, je crois, 100% de mon temps. Je crois qu'une fois que tu as signé, c'est jusqu'au bout. Enfin, moi, pour ma part, j'ai signé jusqu'au bout. Ça occupe 100% de mon temps. C'est-à-dire que il n'y a pas une journée où je passe pas sur le port voir les camarades, me rendre compte. Il y a des jours où on n'intervient pas, puis il y a des jours où on peut intervenir 3 fois dans la même journée. Enfin, faut être sur le qui-vive parce que on n'intervient pas souvent. Et la difficulté est là, c'est que ça prévient pas. Ça veut dire que tu dois être en permanence disponible pour l'éventualité d'une intervention? Ah ouais. Et comment est-ce que ça se manifeste matériellement, cette disponibilité? Comment est-ce qu'on vous contacte? On a une application où on est tous enregistrés dessus. Et après, sur cette application, soit on se met en disponibilité, en vert, soit on n'est pas dispo et on se met en rouge. Quoi qu'il arrive, quand on est disponible, si jamais on doit intervenir, il y a un organisme qui s'appelle le CROSS, qui coordonne les sauvetages, le sauvetage en mer. Donc, navire en difficulté va contacter le CROSS pour lui dire qu'il est en difficulté. Et lui, le CROSS, il va contacter la station SNSM la plus proche du navire en difficulté. Et il va contacter la SNSM par le biais du patron titulaire, le grand chef, qui lui, après, avec l'application qu'on a, va déclencher
L'appel ou L'appel. Ok. Et ça sonne. Et 2 types d'intervention. Marine assistance service, ça s'appelle MAS. Quand ça sonne, tout de suite, il y a un répondeur qui nous dit si c'est un MAS. Marine assistante service, ça veut dire que là, il y a un navire qui est en panne et il faut le dépanner. Donc là, il faut que l'équipage soit constitué à bord en moins de 15 minutes. Ok. Et puis après, il y a l'appel SAR, qui veut dire Search and Rescue en anglais. Et là, ça peut être une intervention où il faut se dépêcher. Donc, Tu veux dire moins de 15 minutes? ouais, de toute façon, je pense que les 3/4 de l'équipage habitent à 5-6 minutes du bateau. Donc, quand ça sonne, de toute façon, quand on se met dispo, Ok, on est dispo. faut débarquer. Jour comme nuit, en fait. Ah ouais, faut débarquer le plus vite possible et mettre tout en place le plus vite possible. Donc, pour l'équipier de pont classique, ça signifie qu'il faut qu'il ait ses affaires à bord. Le plongeur, ça demande un peu plus de préparation. Moi, mes affaires sont déjà prêtes. Le bloc est déjà agréé, tout est déjà prêt. En permanence avec toi ou sur place? Sur place, à l'entrée du bateau, on a un petit Algeco où tout est prêt déjà. Et quand on arrive, le patron, il nous donne la couleur de l'intervention et là, on se prépare. Est-ce que tu peux décrire comment se déroule une intervention? Voir dès le moment tu vois où tu as l'appel sur ton téléphone, tac, tu as le message qui s'affiche, bim. Là, tu lâches tout ce que tu es en train de faire, tu traces, tu vas à la cotinière. Alors, on a signé une convention qui nous dit bien tous qu'on n'est pas obligé de rouler à 200 à l'heure et de prendre des risques incongrus. Donc, moi, je sais qu'en roulant tranquillement, en 7 minutes, je suis les pieds sur le bateau. Et puis après ça, l'équipage se constitue. Alors, on peut partir des fois à 6 ou 7, et puis il y a des jours où on part qu'à 3 ou 4. Ça dépend de la disponibilité de chacun. Le patron, il nous donne un peu la couleur. Savoir où est-ce qu'on va, qui est en panne. Donc vous avez un débrief très rapide en arrivant. En 4 mots. Ouais, ok. En 4 mots. Donc il faut démarrer le bateau déjà. Ça c'est pas rien. Il y a des vannes à ouvrir, des vannes qui permettent de refroidir les moteurs. Donc ça, de manière générale, très souvent, il y a un mécano qui est là qui le fait. On démarre le bateau, on regarde que tout fonctionne, on largue les amarres et on s'en va. Dès qu'on sort du port, il y a un opérateur, il y a le patron qui est à la barre, et juste à côté, il y a un poste qu'on appelle poste de navigation, avec l'ordinateur, les cartes GPS, la radio, qui nous permet d'appeler le cross et nous dire on y va. On est tous à bord, on est à bord, on fait route et on attend les infos. Lui, il reste en permanence en lien avec vous pendant toute l'opération? Ah ouais, et il peut même choisir un canal d'échange bien spécifique. De manière générale, on reste sur le 16 de toute façon, et on peut décaler sur un canal bien spécifique. Et là, il va nous donner des coordonnées GPS. On rentre ça dans l'ordinateur. Le patron, tu lui donnes des coordonnées GPS. Lui, il sait tout de suite, pas besoin de regarder la carte, il sait à peu près dans quelle région ça se trouve. C'est hyper intéressant parce que c'est de la navigation avec des marins. Enfin, moi, c'est ce que je recherche avant tout, c'est de pouvoir apprendre de tous ces gars-là qui ont passé leur vie, leur carrière entière à patronner des bateaux de pêche. Certains le font encore d'ailleurs. Et donc là, on explique au cross que on a rentré les coordonnées dans notre GPS, dans notre carte, et qui nous faudra 30, 40, 1 heure pour y arriver. Souvent, ça prend facilement 1 heure pour aller retrouver les bateaux. Pendant cette heure-là, en fait, il se passe quoi? Il y a des échanges entre vous, ou est-ce que c'est juste de la préparation mentale, ou c'est juste... Ouais, ça bavarde, ça parle. Si c'est le soir, ça parle du film ou du match de rugby qu'on était en train de regarder. Ça parle de pêche, ça bricole, enfin voilà. On boit un café, on mange des petits gâteaux, parce qu'on a tout ce qu'il faut à bord. Donc on se restaure, on se met au chaud. S'il fait jour, on regarde ce qui se passe à droite, à gauche. S'il fait nuit, on se restaure gentiment. Et tout de suite, ce qu'on prépare, c'est la remorque, parce que là, sur de l'assistance comme ça, le but du jeu, c'est de ramener le navire au port. Donc, on a une remorque, un boot, hyper long, qui fait, je crois, quasiment 400 mètres de long, assez gros, très gros. Et ça va nous servir à remorquer le bateau en panne chez nous. Donc, pour
que ce bateau récupère cette remorque, il faut avant envoyer un petit bout et il faut la balancer avec ce qu'on appelle une touline. Alors une touline, c'est une espèce de petite pomme tressée qu'on a mis au bout d'un petit bout et ce petit bout, il est fixé à la remorque avec un langui, tout ça, avec un nœud de chaise, tout ça. Donc ça se prépare. Il faut préparer sa touline. C'est quelque chose... pour celui qui balance la touline, c'est un rituel parce que très souvent, si on navigue de nuit ou s'il fait pas très beau, ça bouge énormément. Donc on arrive vers le bateau en panne et ça prend pas 3 heures. C'est-à-dire que le bateau est là, on arrive ici, la touline est prête et on passe derrière et on balance la touline. Les marins en face, ils récupèrent la touline et nous, on commence à virer la remorque. Ils accrochent la remorque à leur bateau et on rentre. Ouais, en fait, ce rituel-là, en fait, il est presque... c'est le fondement du truc, quoi. C'est quelque part, c'est pas que tout se joue là, mais quasiment, dans le sens où si c'est pas correctement fait, tu rates ton opération, quoi. Ouais. Après, on a le droit de se planter. Ah ouais. D'être des humains. On a le droit de se planter. Il y a des moments où il fait vraiment pas beau, où le bateau il bouge beaucoup, donc tu peux pas forcément te mettre au bord, tu peux pas te mettre dans de bonnes conditions. Donc ça peut arriver que ça foire, rien ne t'empêche de recommencer. Et là c'est parti, vous accrochez le bateau et c'est le retour vers le port, quoi. Ouais. C'est quoi la sensation quand vous trouvez le bateau et que vous le voyez en mauvaise posture? C'est quoi le sentiment que vous avez à l'égard de ce bateau-là? Il y a un truc, je sais pas, il y a un lien particulier qui se crée, et il y a quoi? Tu vois le bateau, tu fais quoi? Tu ressens quoi? Bah déjà, tu te dis que bon, les gars, ils ont fait appel à nous, donc ils auraient préféré continuer leur boulot plutôt que de perdre leur marée, parce que mine de rien, c'est leur job et ils sont là pour faire vivre l'équipage, les familles, tout ça, donc tu te dis bon, on va rentrer au port, puis les mecs ils vont pouvoir réparer tranquillement, et ça porte bien son nom, hein, c'est de l'assistance. C'est de l'assistance, hein, parce que autrefois, un bateau comme ça, il se fait pas remorquer forcément tout de suite, il peut dériver dans des zones hyper dangereuses où il peut y avoir des complications. Donc là, tu te dis au moins, on ramène les copains au port et tout se passe bien, tout va bien se passer. Il y a un échange avec l'équipage que vous venez de secourir après, ou est-ce que vous n'avez pas le temps de ça Si, en fonction des affinités, de toute façon, on se connaît tous de vue, on se connaît tous. Ça veut dire que les bateaux auxquels vous portez assistance, ce sont essentiellement des bateaux de pêche? Ah, 90%, oui. Ok. 90%, oui. Il y a un vrai savoir-faire à la Cotinière sur ce type d'intervention-là. On intervient de quasiment Hourtin, c'est-à-dire du Médoc jusqu'au nord de l'île de Ré. Au-delà de ça, c'est la vedette des Sables d'Olonne qui s'en occupe. Mais on a un champ d'action assez large. Et je pense que le CROSS, ils sont bien au courant que le savoir-faire cotinard, il fonctionne. Okay. Donc ça arrive, hein, durant la saison estivale, porter assistance à des bateaux de plaisance, ça arrivera encore, mais le plus gros du boulot, c'est de porter assistance aux professionnels, aux gars qui bossent. Ok. Quand tu rentres au port comme ça et que tu as effectué une assistance ou un sauvetage, tu ressens quoi? Tu te sens comment après ça? Ah, t'es toujours content, ça fait toujours plaisir de rentrer au port. T'es content, t'es nourri en fait. Je crois que le meilleur moment, quand t'es marin, quand t'es bénévole à la SNSM, c'est l'entrée au port, quoi. C'est toujours un moment... Il y a une forme de victoire, de quelque chose de la joie en fait. Ouais, c'est mission accomplie. Quelque chose d'accompli, c'est ça. Ah, ok. Hein, mais c'est quand on est acquis et qu'on a amarré le bateau, toi, tu te dis là, c'est bon. Et avant ce moment précis, en fait, tu sais pas. Ça peut être long, hein. Ok. En fonction, si on met 1 heure à 20 nœuds pour aller chercher, pour retrouver un bateau, quand on rentre à 7-8 nœuds, ça prend un peu plus de temps en fonction des distances. Donc je crois que pour le commun, c'est pas la partie la plus agréable, le retour. Okay. Ça prend du temps et on va pas vite. Donc il faut vraiment, tu peux dormir. Il y en a qui dorment, il y en a qui cassent la croûte. Sauvetage, ça veut dire que les conditions sont difficiles. Conditions météo, conditions de mer sont difficiles. Ça veut dire que quand vous intervenez, c'est quand même... ça remue, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est
dont tu as conscience en permanence que c'est dangereux, du coup, qu'il y a un risque derrière? Est-ce que tu y vas à la peur au ventre? Comment ça se passe? Je pense que chacun connaît ses limites. Après, c'est à l'appréciation du patron. C'est lui qui dit on y va. C'est lui qui dit toi tu viens, mais toi peut-être pas. Mm. Et puis après, ce qui est dangereux, c'est que naviguer dans des conditions de mer compliquées, c'est fatigant. Et de là peut découler des accidents. Naviguer quand il fait pas beau, c'est très fatigant. Pour tout le monde. Donc, comment tu te ressources, toi, par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais pour être en permanence disponible dans le présent? C'est-à-dire que tu t'entraînes physiquement? En tant que plongeur, tu te dois d'être en forme tout le temps, déjà. Après, moi, il y a pas que ça. C'est que je passe beaucoup de temps dans l'eau et j'espère en passer encore énormément. Donc, ça s'entretient quotidiennement, hein. Donc, oui, il faut être en forme physique, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment un job de tous les jours, ça. Et du coup, le quota, en fait, entre le moment où tu vas vraiment intervenir sur le terrain et le reste du temps, il est quand même dédié essentiellement à l'entraînement, à des mises en situation, de ce genre de choses, pour pouvoir être le plus affûté sur le vrai instant, quoi. Ouais. Donc, je suppose qu'entre les moments d'intervention et le reste du temps, il doit y avoir, je sais pas, un 80-20 ou 80 d'entraînement et 20% d'intervention. Chacun fait sa petite sauce en temps off, quoi. Chacun fait sa petite sauce. J'essaie de passer un maximum de temps sous l'eau et de pouvoir vivre des situations, plus de situations possibles pour être capable de m'adapter. Parce que quand tu es sous l'eau, il faut quand même avoir les yeux grands ouverts, être lucide et savoir quoi faire en cas de X problème. Alors que c'est pas le moment forcément où tu as une bonne visie, où tu as des conditions qui sont smooth, c'est pas de la plongée de tourisme, quoi. Ah non, Okay. on voit rien. Ok. Tu vois rien, tu fais juste appel à tes sens. Souvent, moi, je ferme les yeux. Ça m'arrive des fois à l'hiver quand l'eau est très froide et très sombre. Tu fermes les yeux et juste par rapport à ce que tu as déjà vécu, tu te fies à ce qu'il y a au bout de tes doigts. En plus de ça, j'ai des camarades plongeurs qui sont exceptionnels, expérimentés, très expérimentés. Donc, j'ai de très bons conseils. Tu t'attendais à vivre cette aventure comme ça parce que vous comptez les uns sur les autres, vous dépendez les uns des autres. Est-ce que ça, en fait, c'est vraiment une expérience nouvelle pour toi et comment tu vis ça? Et je savais qu'en signant, j'allais côtoyer des figures du port. Ok. Avec tout ce que ça comporte. En même temps, j'étais demandeur. Ce sont des gars voilà, qui m'impressionnent. Je suis très, très souvent... il y a pas mal de personnages qui m'inspirent, que ce soit avec l'équipage ou même ailleurs pour mon boulot. Il faut savoir faire confiance aux gens qui nous entourent Okay. et dire quand c'est très, très bien et dire aussi quand ça va pas, comment il faut faire pour que ça aille mieux. Il faut communiquer. Hein. Il faut communiquer au sein de l'équipage du canot de la Cotinière. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Ils sont toujours prêts à t'expliquer comment faire un nœud, comment faire une épissure à 3 brins, à 4 brins. Enfin, il y a tellement de choses à faire, à apprendre. C'est quand même une chance de pouvoir continuer cette expérience de la mer avec ces mecs-là, clairement. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais partie de l'équipage? Ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Tu avais imaginé, quand tu avais projeté de faire ça occupe ta vie presque à 100%, quoi. J'ai jamais eu l'intention, enfin j'ai toujours été convaincu que le jour où je signerais, ce serait pour y être à 100%. Tu savais ça? Ah ouais. Tu savais que ce serait un engagement total? Évidemment. Alors, on bosse avec des gars qui connaissent le boulot, donc mieux vaut avoir les oreilles grandes ouvertes et les yeux aussi, et imprimer, rapidos. La plupart des gars de mon âge, ils sont tous patrons, on a tous grandi ensemble, ils sont tous patrons pêcheurs, d'autres sont... Enfin, tout le monde est sur le port, donc voilà, c'est un petit milieu. C'est parti un peu de ton ADN, en fait, ce truc-là. Ah ouais, honnêtement. Je me vois pas ailleurs, je me vois pas faire autre chose. T'as la juste place. Ah ouais. Il y a quand même des critères pour pouvoir s'investir dans ce type de projet qui sont
assez spécifiques, voire contraignants. C'est-à-dire que quand tu parles de disponibilité tout en étant actif, effectivement, ça représente assez peu de personnes. Il y a quand même la passion pour la mer, évidemment. Il y a une certaine condition physique, j'imagine. Et ça fait quand même des critères qui sont sélectifs, très sélectifs. Ouais, c'est très sélectif. C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as dû surmonter, ou que tu dois surmonter d'ailleurs au quotidien dans cette aventure-là? C'est la disponibilité. C'est de pouvoir être dispo le plus souvent possible. Donc, et il faut quand même pas oublier qu'on a une vie professionnelle, on a une vie de famille. Ça, c'est très important. C'est ce qui fait qu'on a un bon équilibre. Et ensuite, il y a l'équipage, quoi. Il y a le canot. Donc, il faut jongler. Il faut jongler entre ces 3 points hyper importants. La famille, le job, c'est la priorité number one. Et le canot. La SNSM en chiffres, c'est 9000 bénévoles, plus de 12 000 interventions de sauvetage, plus de 32 000 personnes prises en charge. C'est une histoire de naufrage, de sauvetage, marquée par des drames, comme le 7 août 1986 ou le 7 juin 2019. Parfois, aussi, il y a de bonnes opérations. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué sur ces 12 années de présidence? Non, vous n'en trouverez pas une. Non, j'en trouverai pas. Voilà, bon. Il y a eu le dernier sauvetage qui a été effectué, et qui était un bon sauvetage. Il y avait un bateau de plaisance qui allait se mettre au sec vers Châtillon. Enfin, le skipper était tombé à l'eau. Il restait 3 personnes à bord qui étaient un peu terrorisées parce qu'elles n'étaient pas marins et elles étaient incapables de réagir. Le skipper a été récupéré miraculeusement par un hélicoptère de la Marine nationale, le Dauphin de La Rochelle. Et nous, le canot arrivé, a pu accoster et prendre le voilier en remorque et sécuriser les gens et ramener tout le monde à bon port. C'était une belle opération, parce qu'il ne faisait pas beau, qui s'est bien terminée. Oui, j'imagine que les conditions dans lesquelles vous opérez sont généralement difficiles. Donc c'était une bonne opération pour nous, parce qu'il n'y a pas de... On ramène tout le monde sain et sauf, quoi. C'est ça une bonne opération en fait, c'est quand opération. Ouais, d'accord. Quand tout le monde est une mauvaise opération, c'est quand vous allez tourner en rond pour chercher un collègue qui est noyé et voilà. Okay. Et que vous ramenez son corps au port, ça c'est pas une bonne opération. D'accord. C'est plus dur à supporter. Si tu veux soutenir la SNSM de la Cotinière, suis le lien dans la bio. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire de ces marins, suis le lien dans la bio. La semaine prochaine, je ferai un récap des moments forts de cette nouvelle saison. Avant d'entamer pour le mois de janvier le défi J'envoie 2024. Celui qui m'a motivé à passer la barre de la mise au monde et qui m'a fait passer celle du 7e épisode de ce podcast, sans même y penser. Challenge, défi, exploration, intérieur, extérieur, tu l'as compris. J'ai choisi de donner une couleur au récit que je te partage ici. La même qui colore ma vie au quotidien. Faire de sa vie une aventure. Et kiffer. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement.